Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique. Petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Avertissement. Le présent podcast n'a pas de valeur encyclopédique. Il tient plus de l'essai et est conditionné par la perception que l'auteur a du sujet qu'il traite et par sa culture propre. Des historiens de la littérature pourront aussi juger qu'à embrasser de trop grandes périodes, l'auteur prend le risque de mal étreindre les faits historiques. J'en ai conscience qu'ils veulent bien m'en excuser. Je me soigne, néanmoins, je persiste à partager cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. Alors, bonne écoute, likez et partagez. Épisode 2. Le génie des origines de ce qui n'est pas encore nommément de la science-fiction. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent de ce podcast, pour raconter l'histoire de la science-fiction, nous sommes partis aux origines de l'humanité pour remonter le temps et nous arrêter au début du XIXe siècle. Là, une jeune femme va écrire le premier récit de science-fiction dans l'entendement moderne, bien que le terme n'existe pas encore, et de loin. Il va falloir patienter un bon siècle, on va y venir. En attendant, reprenons le cours de notre histoire. Nous sommes donc au début de la révolution industrielle, en 1816 sur les rives du lac Léman en Suisse. Là, une jeune femme subit le machisme de son mari, le poète William Shelley, et de Lord Byron, l'hôte chez qui les jeunes mariés résident. De manière grossière, les deux messieurs mettent la jeune femme au défi de produire une œuvre digne de ce nom. Marie ne se laisse pas démonter. Elle relève le défi et écrit un roman dont on connaît tous au moins le titre. Il s'agit de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il tient une place particulière dans la culture populaire, notamment au travers de multiples adaptations cinématographiques ou en bande dessinée. Afin de bien expliquer pourquoi avec ce récit nous sommes entrés dans la science-fiction moderne, je vais devoir légèrement spoiler l'histoire. Donc, au début du roman, le bon docteur Frankenstein se met en tête de créer un être artificiel. Alors, dans les cimetières, il collecte des morceaux de corps humains. Ses membres et ses organes, il les assemble dans son laboratoire. Son œuvre achevée, il veut activer sa créature. Il se sert alors de la source d'énergie la plus puissante qu'il ait à sa disposition à son époque. Il s'agit bien évidemment de l'électricité sous la forme de la foudre. Voilà pourquoi nous sommes entrés en science-fiction. On a remplacé les principes magiques par les principes scientifiques. On parle de biologie et de médecine, on parle de physique et d'électricité. D'autant plus qu'à cette époque, on savait que l'électricité jouait un rôle dans les mécanismes de la vie, dans le contrôle des organes. 20 ans auparavant, le chercheur italien Galvani n'avait-il pas réussi à faire bouger des cuisses de grenouilles mortes en les stimulant avec du courant électrique ? En plus de son imagination débridée, Mary Shelley a aussi le génie d'interroger son époque. Son époque qui fait suite au siècle des Lumières. C'est celle de l'émergence de la révolution industrielle, stimulée par les sciences modernes qui, elles, sont nées sous les tutelles de génies tels que Galilée ou Newton. Cette émergence, Mary Shelley le sent bien, va bouleverser le quotidien des individus et des organisations humaines. Elle pressent des interrogations, des mutations, des limites. Les sciences semblant offrir à l'humain la capacité de création, elle le renvoie à sa responsabilité de créateur au travers des interrogations de la créature du docteur Frankenstein. Qui suis-je ? Que suis-je ? C'est bien dans cela que réside tout l'intérêt de la science-fiction moderne. À la suite de l'auteur, inciter le lecteur à se poser des questions sur le monde dans lequel il vit.
C'est bien dans cela que réside toute la valeur du roman de Mary Shelley. Après plus de 2 siècles, il continue à nous interroger quand l'humanité pourrait être sur le point de devenir effectivement créatrice. Ce sera le jour où l'IA sera reconnue comme intelligence générale, consciente d'elle-même et de l'humanité, et donc devenue personne artificielle. À la suite de Mary Shelley, tout au long du XIXe siècle, de nombreux auteurs vont se saisir de son intuition. Interroger le présent au prétexte d'un récit imaginaire. On pourrait parler de Jules Verne, l'enthousiaste. On va dire qu'il écrit des utopies. À chacun de retourner dans sa bibliothèque pour se replonger dans ses œuvres et dans ses intuitions. De l'autre côté de la Manche, on peut aussi évoquer le Britannique H.G. Wells. Plus pessimiste que Verne, on va dire qu'il écrit des dystopies. Vous connaissez tous au moins une œuvre de H.G. Wells, c'est La Guerre des mondes, adaptée il y a quelques années au cinéma par Steven Spielberg avec Tom Cruise. On pourrait également évoquer L'île du docteur Moreau qui, comme le docteur Frankenstein de Mary Shelley, pose des questions éthiques liées cette fois à la génétique et à l'hybridation interespèces. Il faut préciser ici que l'ADN ne sera découvert qu'une 60aine d'années après la rédaction de ce roman. La liste des auteurs de récits imaginaires du XIXe siècle et de leurs œuvres marquantes pourrait continuer à être allongée, mais ce serait fastidieux. Je vous invite à vous tourner vers Internet, vous y trouverez pléthore de ce genre de liste. À la fin du XIXe siècle, en Europe, la révolution industrielle et ses acquis pour l'humanité ne vont pas cesser d'être mis en scène dans les expositions universelles. Elles vont s'enchaîner, prises dans un enthousiasme technocentré. Cependant, dès le début du XXIe siècle, certains auteurs vont commencer à interroger cet enthousiasme. On pourrait parler de Howard Phillips Lovecraft qui va réactiver la mythologie, elle qui avait été mise un petit peu de côté. Quand il convoque les grands anciens, Cthulhu et Yog-Sothoth et les autres, sont-ils des dieux ou bien sont-ils des extraterrestres ? Le narrateur des histoires que nous propose Lovecraft est-il vraiment témoin de ce qu'il raconte ou est-il complètement fou ? Parce que dans les œuvres de Lovecraft, tout n'est pas montré, décrit. Le lecteur a la responsabilité de se faire sa propre opinion. Toujours dans un inventaire de l'héritage du XIXe siècle, mais dans une autre veine narrative, Jack London, que l'on connaît plutôt pour ses œuvres d'aventure dans le Grand Nord ou d'autres maritimes, va nous proposer une réflexion sociale. Dans un roman écrit en 1908, il prête ses mots à un journaliste du XXVIIe siècle qui enquête sur une révolution sociale qui a bouleversé les États-Unis entre 1912 et 1932. L'anticipation sociale mérite une petite pause. À l'avenir, telle qu'elle est initiée ici, la science-fiction appliquée à des thèmes sociaux va produire des œuvres parmi les plus fortes, on y reviendra. Les dates évoquées par London dans son roman nous permettent aussi d'en arriver à la Première Guerre mondiale. Elle sonne comme la fin de l'enfance de la science-fiction. On approche aussi du moment où le récit imaginaire va prendre son nom de science-fiction. La période de l'entre-deux-guerres va être le témoin de la mise en place de principes qui vont servir au futur épanouissement, à la maturité du récit de science-fiction. Pour évoquer ces principes, je vais citer ici quelques œuvres, en commençant par Roar, la pièce de théâtre du Tchèque Karel Čapek, écrite en 1921. Rossum's Universal Robots raconte l'émergence à la conscience de machines anthropomorphes. Pour nommer ces machines, l'auteur invente le mot robot à partir d'un vieux mot slave, rob qui veut dire esclave. Aujourd'hui, le mot robot fait partie de notre vocabulaire. On ne l'interroge plus, il a été vulgarisé par des auteurs dont le génial Isaac Asimov. Mais il faut bien se mettre dans la perspective de sa création. Le mot robot a été conçu pour désigner un esclave de la modernité. Ce premier exemple nous permet d'énoncer un premier principe de la science-fiction. Établir ou désigner un ou des concepts puissants et évocateurs. Ils sont aussi, on le comprend bien, des licences créatives que s'accorde l'auteur pour développer toute son histoire.
Autre œuvre, le film Metropolis. En 1927, c'est le premier blockbuster du cinéma de science-fiction. Dans ce film, Fritz Lang, son réalisateur, nous propose des visions hallucinées d'une ville tentaculaire. Il met en forme une gynoïde, un robot d'apparence féminine, de manière réaliste. À ce propos, il n'est pas interdit de voir dans ce gynoïde l'inspiration de C-3PO, le robot protocolaire rendu célèbre grâce à la saga Star Wars de George Lucas. Une chose est sûre, dans son film, Fritz Lang transcende les effets spéciaux imaginés par Georges Méliès quelques 20 ou 30 ans auparavant. Ainsi, de Metropolis, on peut extraire un deuxième principe pour la science-fiction. La maîtrise de la figuration, de la mise en forme des concepts à l'origine de la narration. Avec Metropolis, on est dans le visuel, bien sûr. Cela n'empêche pas de maîtriser la figuration narrative à l'écrit, les nombreux romans de science-fiction sont là pour nous en convaincre. L'année 1936 nous amène à évoquer l'adaptation radiophonique de La Guerre des mondes de H.G. Wells par le metteur en scène américain Orson Welles. La légende veut qu'à la diffusion de cette œuvre aux États-Unis, les auditeurs de la côte Est aient été pris de panique, croyant que, effectivement, leur pays était envahi par des extraterrestres. L'histoire va ramener l'anecdote au statut plus modeste de légende urbaine. Mais peu importe, même la légende urbaine nous dit que le récit bien mis en scène, quand le déroulement de l'intrigue est maîtrisé, permet de libérer toute la puissance évocatrice du récit imaginaire qui s'appuie sur des concepts forts et une figuration captivante. Concept, mise en forme, mise en scène, le tout maîtrisé. Voilà 3 principes que l'on peut garder en tête au cours de notre exploration de l'histoire de la science-fiction. Reste à évoquer une dernière chose qui a eu lieu durant cette période de l'entre-deux-guerres. Il s'agit bien évidemment de la création du mot de science-fiction. Il a été inventé dans les années 30 aux États-Unis. Il est indissociable de la culture des pulp fiction. Les pulp fiction, ce sont des publications à très bas coût que les gens achetaient en cette période de crise. Ils proposaient tout un ensemble de récits et de nouvelles, inspirés de ce que la science pouvait nous offrir de merveilleux. Des planètes lointaines, des extraterrestres avec toutes les formes possibles et imaginables. Cependant, quand le mot de science-fiction est arrivé en Europe, et plus particulièrement en France, il a été mal perçu, à la suite de quoi la science-fiction a été considérée comme une sous-culture ostracisée, et cela dura en France pendant 50 ans. Il y a plusieurs raisons à ce rejet. La principale, c'est que quand le mot est arrivé en France, on l'a compris comme science-fictionnel, en oubliant qu'en anglais, l'adjectif précède le déterminant. Pour un anglophone, science-fiction veut dire des récits fiction à base de science et non des récits de science fictionnelle comme il a été trop rapidement interprété. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Une autre raison peut expliquer pourquoi, juste après la Seconde Guerre mondiale, la science-fiction a été aussi mal aimée en France. Il s'agit du fait que les textes qui provenaient des États-Unis souffraient de défauts de traduction à leur arrivée sur le marché français. Ainsi, pour le lecteur français quelque peu averti en matière de littérature, lire des textes de science-fiction américaine représentait une véritable épreuve. À ma connaissance, il n'y a que Boris Vian qui, en 1953 et en 1957, se soit prêté au jeu de la traduction de textes de science-fiction américains vers le français. Il s'agissait des 2 premiers romans du cycle du nom A de Van Vogt. Il peut exister une 3e raison du désamour entre la France et la science-fiction. Elle est un peu plus hypothétique. Historiquement, la science-fiction est née en France, ou tout du moins en Europe, on l'a bien vu, avec les œuvres de Jules Verne et de H.G. Wells, de René Henné et de Flammarion, et de bien d'autres encore. Après la Seconde Guerre mondiale, peut-être que le marché s'est-il drapé dans sa dignité froissée et a regardé avec dédain ce produit d'outre-Atlantique qui semblait avoir perdu sa filiation européenne. Ces différentes raisons, peut-être en existe-t-il d'autres, ont fait que pendant un demi-siècle en France, la culture de science-fiction a été déconsidérée. Pourtant, durant cette même période, du côté anglo-saxon, mais pas que, un très grand nombre d'œuvres vont être produites par des artistes tout aussi extraordinaires les uns que les autres. Cette même période est une période d'agitation dans bien des domaines. C'est peut-être une des raisons de la profusion d'œuvres de science-fiction issues de cette époque.
C'est ce que nous verrons ensemble au cours du prochain épisode de cette petite histoire subjective et non académique de la science-fiction. D'ici là, je vous invite à vous rendre sur le site www.sciencefictiologie.fr pour consulter l'arborescence de la science-fiction qu'il propose. Vous y trouverez pas loin de 500 œuvres classifiées en différentes branches thématiques. Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute de l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore écouté. Il est disponible sur vos plateformes favorites de diffusion de podcasts. Cherchez Écho du futur. Et comme on dit, likez, partagez et abonnez-vous. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.